que l'or, intellectuellement, c'est quelque chose que j'aime pas et vous non plus. Non. Parce que c'est la recette de l'idiot. C'est-à-dire que... Mais quand les idiots sont au pouvoir à la Banque centrale, donc à partir du moment où vous savez que les gars veulent détruire la monnaie, c'est idiot de pas avoir d'or. Un petit peu, quoi. Ah oui, mais on est obligé de faire des choses idiotes pour répondre à un comportement idiot. À chaque fois, je dis à mes clients, mais si, regardez, avec Guillaume, avec Charles, on va garder notre argent, puis quand les autres en auront plus, ce sera les soldes. Ben voilà. On joue les soldes. On joue les soldes. On joue les soldes. Alors, il y a une autre chose aussi. Aujourd'hui, je voulais vous parler de l'or, parce que l'or, intellectuellement, c'est quelque chose que j'aime pas et vous non plus. Non. Parce que c'est la recette de l'idiot. C'est-à-dire que... Mais quand les idiots sont au pouvoir à la Banque centrale... Mais alors justement, je voulais déjà qu'on se mette d'accord. Pourquoi est-ce qu'un système basé sur l'or est idiot? Est-ce qu'on peut dire qu'une monnaie or au niveau mondial, c'est comme faire l'euro au niveau mondial? C'est-à-dire qu'on coupe tous les taux de change à 1 au niveau mondial. Le problème de l'or, c'est que c'est la façon dont le Gold Exchange Standard, l'étalon or, fonctionnait, c'est que vous aviez un rapport automatique entre la base monétaire dans un pays et son stock d'or. Donc, si le pays commençait à avoir un déficit de ses comptes courants, on payait en or, sa base monétaire, ça crée une récession. Et il était censé s'ajuster par la compétitivité. En baisse. Mais alors, ce qui se passe, c'est que vous avez tout un tas de pays comme la France dans les années 30 avec M. Poincaré, qui, ayant des excédents, ne faisaient pas monter leur masse monétaire. C'est un peu ce que l'Allemagne a fait à l'intérieur de l'euro. Il n'y a pas eu de stimulation en Allemagne, mais par contre, les autres, moins il y avait de stimulation en Allemagne, plus les autres devaient déflater. Donc l'or a un biais dépressionniste très fort parce que les gens ne jouent pas la règle du jeu. Ils pensent que s'ils ont plus d'or dans leur cave, ils ont gagné. Et comme l'euro. C'est comme l'euro. Mais l'euro, c'est une espèce d'étalon or européen. D'étalon or européen, qui a toujours été la grande idée des gars au ministère des Finances en France qui n'ont jamais rien compris en économie, sinon ils ne seraient pas inspecteurs des finances. Mais... Prenons un moment pour bien éclaircir ce parallèle que nous faisons entre l'or et l'euro, car cela vous permettra de mieux comprendre des mécanismes monétaires qu'un économiste pourrait vous présenter comme complexes. Quel est le principe d'une monnaie basée sur l'or? L'or est un métal que l'on ne peut pas contrefaire et qui est assez rare pour qu'il soit difficile à multiplier sans effort. Donc, le seul avantage que l'on peut espérer d'une monnaie or, c'est de figer à peu près la quantité de monnaie dans l'économie à plus ou moins ce que l'on arrive à sortir de terre tous les ans et ce qui est perdu dans la nature sous forme de trésors oubliés par des pirates ou des harpagons trop méfiants pour avoir révélé l'emplacement de leur cachette à quiconque. Donc, si la quantité de monnaie est à peu près fixe et que notre monnaie or a la même valeur de partout, puisqu'un gramme d'or vaut toujours un gramme d'or, cela revient à fixer les taux de change entre pays, tout comme l'euro en France vaut l'euro en Grèce. Un tel fonctionnement impose qu'un pays ne dépense pas plus qu'il ne produit de richesse, sous peine de voir son or partir à l'étranger sous forme de déficit commercial. Une fois les coffres vidés, le pays deviendrait pauvre car il ne pourrait plus importer ce qu'il ne produit pas. Je vous rassure, en 2500 ans d'utilisation de l'or comme monnaie, tous les gouvernants du monde sont arrivés à la conclusion que ce n'était pas tenable. Dépenser moins que ce que l'on produit, c'est une chose qui a semblé stupide à tous les politiques, quelle que soit l'époque. Du coup, au lieu de faire des pièces d'or dont la valeur est tout simplement égale à son poids en or, les pays se sont mis à coller un chiffre dessus. Par exemple, sous les Romains, un denier pesait 4,55 grammes d'or. Pourquoi écrire un denier plutôt que 4,55 grammes sur la pièce? Car cela vous permet de mettre la tête de César dessus et, le cas échéant, de commencer à bidouiller la monnaie. Lorsque les Césars qui se succédaient ont eu besoin de plus de deniers mais sans avoir plus d'or dans les coffres, ce qui correspond au moment où ils ont voulu dépenser plus que ce que leur pays produisait en richesse, ils ont commencé à presser des pièces de 4,5 grammes d'or au lieu de 4,55, mais qui étaient toujours estampillées pour un denier. Et hop, avec la même quantité d'or, ils ont pu presser 1% de denier en plus. Dans le cas du denier argent utilisé par les Romains entre 64 et 255 après Jésus-Christ,
La teneur en argent du denier est passée d'un peu plus de 90% à un peu moins de 10%. C'est ça la méthode pour dévaluer en douce, dans le dos du peuple, en espérant qu'il ne s'en rende pas compte. Dans sa version plus moderne, au XIXe siècle ou même au XXe siècle, lorsque l'or était l'étalon de chaque monnaie, on procédait régulièrement à des dévaluations. Lorsque les déficits extérieurs étaient trop importants, le ministre en charge de l'économie montait à la tribune et expliquait au bon peuple que le franc ne valait plus 4 grammes d'or mais 3. Tout cela pour dire qu'instaurer un taux de change fixe entre des économies hétérogènes en espérant que les économies s'ajustent par les coûts, à savoir que les salaires s'ajustent en fonction de la productivité de chacun de ces pays, ça n'a jamais marché. On a essayé pendant 2500 ans et ça n'a jamais marché puisque tous les pays qui ont eu une monnaie or ont fini par détruire la valeur de leur monnaie par divers moyens plus ou moins lâches. En ce qui concerne l'euro, comme il n'y a pas de dévaluation, comme ce serait le cas pour une monnaie faussement basée sur l'or, ce sont les déficits commerciaux à l'intérieur de la zone qui augmentent sans que personne sache quoi en faire le moment venu. C'est le fameux problème révélé par la balance Target 2. J'ai fait une vidéo ici si le sujet vous intéresse. C'est très curieux. Donc, le problème, c'est que c'est toujours pareil. Si tout le monde joue le jeu, ça marche. Vous avez un équilibre qui se fait comme ça. Mais les gens interviennent sur leur taux de change, interviennent sur leur masse monétaire pour empêcher l'économie d'aller trop fort, etc. Donc, en quelque sorte, ça plombe celui qui est faible, mais ça n'enrichit pas, les gouvernements empêchent que ça enrichisse celui qui est fort. Et c'est pour ça que c'est un problème. Dans un système or, il n'y a pas de taux de change. Il y a des taux de change qui sont fixes par rapport à l'or. Un gramme d'or, c'est un gramme d'or. Quand on a une pièce d'or. Si vous regardez la 4ème République, on avait un taux de change fixe, on évaluait tous les 2 ans, quoi. Ou l'Italie faisait pareil. C'est-à-dire que vous dites, bon, j'ai 1 gramme d'or par franc français ou j'en sais rien, puis vous découvrez que 2 ans après, c'est 0,80 grammes, puis 3 ans après, c'est 0,60, donc vous pouvez dévaluer pareil. Hein. Oui, mais ça, on commence à tricher déjà. Bien sûr. Oui, mais vous ne pouvez pas avoir un taux de change fixe si les pays ont des productivités différentes. Et sinon, ça s'appelle l'euro. Sinon, ça s'appelle l'euro et ça bloque tout. À ce moment-là, ça amène ce que j'ai dit toujours sur l'euro, ça amène trop de maisons en Espagne, trop de fonctionnaires en France et trop d'usines en Allemagne, quoi. Ça ne marche pas. Donc, est-ce qu'on peut dire qu'une monnaie intelligente, c'est une monnaie qui constate un écart de richesse par le taux de change entre des zones économiques qui veulent vivre ensemble? Qui veulent vivre ensemble. Mais une monnaie intelligente, c'est une monnaie qui est un vrai prix. C'est-à-dire que il y a des milliards de transactions qui se passent dans tous les sens, personne n'y prend. Hein. Grosso modo, on se dit, le taux de change auquel on arrive sans intervention sur le marché, comme ça, c'est probablement le bon. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme le prix de la baguette. Bon, mais si vous commencez à bloquer ça, vous faussez les prix. Et à ce moment-là, vous allez fausser les taux d'intérêt pour maintenir ce mythe. Donc, je vous donne un exemple. C'est que, par exemple, un homme éminent comme Milton Friedman était tout à fait partisan des taux de change flottants, en disant, dans le fond... C'est quelqu'un aujourd'hui. Entre la livre sterling et le dollar. Oui. Absolument. Oui. Mais ce qu'il n'avait pas prévu, parce qu'il disait, les bonnes monnaies monteront, les mauvaises monnaies baisseront, ce qui forcera les pays qui sont mal gérés à s'adapter, donc la concurrence des monnaies amènera à une situation optimale. Ce qui est tout à fait vrai. Mais ce qu'il n'avait pas prévu, c'est que les 5 ou 6 grandes banques centrales allaient se mettre d'accord pour créer un cartel des banques centrales pour empêcher la concurrence des banques centrales. Des monnaies. Des monnaies. Et donc, on se retrouve aujourd'hui dans un système où on n'est plus du tout dans un marché concurrentiel des monnaies, on est dans une espèce de monopole où elles se sont bloquées les unes par rapport aux autres, les variations sont très faibles, et s'il y en a une qui a des taux d'intérêt négatifs, les autres sont obligés d'avoir des taux d'intérêt négatifs, etc. Donc, à la place d'avoir... Regardez par exemple ce qu'on a fait dans l'euro, c'est que l'euro, on se disait, bon, mais si l'Allemagne est bien gérée, la monnaie allemande sera la plus forte, et ce qui forcera peut-être les Français à bien se gérer. Qu'est-ce qu'on a fait? On a créé l'euro pour qu'il n'y ait plus cette concurrence entre les pays, que le Français ne puisse pas voir que son pays est mal géré. Et donc, qu'est-ce qui se passe?
Le principe de l'euro, c'est qu'à force de faire des déficits commerciaux, on est censé se réajuster par la compétitivité, comme la Grèce aurait dû le faire, mais il ne l'a pas fait. Mais c'est très gentil, moi je veux bien qu'on se réajuste par la compétitivité, mais qu'est-ce qui se passe? C'est comme on a les taux allemands, du coup l'État français peut emprunter à zéro, et si vous permettez à l'État français d'emprunter à zéro, comme il n'y a que ça dans le déficit budgétaire, le service de la dette, hein, ça veut dire que ça ne lui coûte rien, on ne le verra pas, il ne sera pas dans les 3%. Vous pensez bien qu'il va emprunter. Et qu'est-ce qu'ils vont faire de ce pognon? N'importe quoi. Une vraie monnaie qui fonctionne doit vous servir à connaître la valeur de l'économie de votre pays par rapport aux économies étrangères. Lorsque la livre sterling baisse face au dollar, c'est que l'économie britannique est moins compétitive que l'économie américaine. C'est une information cruciale pour une économie car cela permet de prendre des décisions pour corriger le tir. Les entreprises peuvent commencer à produire dans leur pays ce qui devient trop cher à importer. L'État peut commencer à rectifier son budget pour limiter les déficits, etc. Ce sont ces ajustements permanents de tous les acteurs économiques qui font que des taux de change libres se tournent autour et on peut estimer que ce canal de change représente ce que l'on a de plus proche de la vérité. Instaurer l'euro ou une monnaie or entre des pays qui ne sont pas solidaires budgétairement, c'est casser volontairement ce mécanisme de découverte des taux de change. C'est à ce moment-là que les ennuis commencent, car on ne sait plus ce que l'on compte. Si l'économie italienne est moins productive que l'économie allemande, et que le taux de change est fixe, alors le seul moyen de trouver un équilibre est de baisser les revenus des Italiens pour les rendre compétitifs par les prix du travail et ou de faire de la dette. Comme dans la zone euro, la dette commerciale entre les pays n'a aucune conséquence puisqu'elles sont regroupées dans les comptes de la Banque Centrale Européenne, les déséquilibres augmentent sans que l'on sache ce que l'on en fera. En théorie, à la conception de l'euro, l'idée était que les balances commerciales allaient s'ajuster par une baisse du niveau de vie des pays les moins compétitifs. Mais voilà, 20 ans plus tard, tout le monde peut constater que l'ajustement n'a pas lieu, car personne ne veut dépenser moins que ce qu'il gagne sans y être forcé par un taux de change. Par contre, les dettes explosent et des bulles financières se forment sous la pression des injections monétaires qui sont censées empêcher que tout ce beau bazar n'explose. Mais alors, la question est la suivante. Dans le fond, si les problèmes sont les mêmes entre l'euro et une monnaie étalonnée sur l'or, à quoi sert de détenir de l'or ? C'est simple, si une monnaie étalon or ne fonctionne pas, c'est à cause des États qui ne jouent pas le jeu. Ils procèdent à des dévaluations plutôt qu'à des ajustements du niveau de vie, font de la dette ou déprécient leur monnaie par des méthodes sioux, comme mettre de moins en moins d'or dans les pièces en espérant que cela ne se voit pas. Par contre, dans un monde où la valeur de la monnaie n'est pas prise au sérieux par les États, celui qui possède de l'or physique sous la forme de pièces reconnues ou de lingots stocke la valeur mieux qu'avec la monnaie de son pays. Dans notre lettre d'investissement, la stratégie grand angle que je co-rédige avec Guillaume Rouvier et avec la participation de Charles Gave, nous avons déjà largement couvert le sujet de l'or. Mais j'y ajouterai dans la prochaine lettre un indicateur qui permet de reconnaître les périodes où l'or est une réserve de valeur de meilleure qualité que la monnaie et inversement. Quelles sont les périodes où il faut vendre son or car la monnaie joue son rôle? Ce sera un indicateur utile au portefeuille d'investissement que l'on suit mois par mois dans cette lettre. Et si vous souhaitez apprendre à gérer un portefeuille financier avec les conseils des meilleurs, je mets une fiche en haut à droite de l'écran vers la page de vente de cette lettre. Vous trouverez également le lien en description. Si vous ne souhaitez pas vous abonner à cette lettre payante, mais que les sujets de l'investissement financier vous intéressent, j'ai écrit une formation gratuite de 7 jours par email pour poser les bases d'une bonne réflexion de gestion financière. Le lien pour vous inscrire est également dans la description. Bref, c'est dans les périodes où les États se servent de la monnaie pour servir leurs intérêts avant de servir les intérêts de leur peuple que détenir de l'or physique est essentiel. C'est une forme de résistance à l'oppression monétaire. On a quand même un truc absolument extraordinaire en France, c'est que l'État fait 56% du PIB, et l'éducation ne marche pas, les hôpitaux ne marchent pas, les ponts sont en train de tomber. Oui, au sens propre. Au sens propre, les ponts sont en train de tomber.
La police est dans un état second. Ils se suicident, c'est pas mieux. Ils se suicident. Il y a la paysannerie pour la première fois. Ils se suicident aussi. Ils se suicident aussi. L'armée, on remplit pas tous les combattants, 60 000 personnes, on remplit pas le stade. Donc, le stade de France, donc toutes les fonctions de l'État, rien ne marche. On a des déficits monstrueux et on est à 56% du PIB. Donc vous vous dites, mais où passe le pognon? Ce que je veux dire, c'est qu'on a quand même une question extraordinaire. Normalement, un pays comme ça, sa monnaie aurait dû s'écrouler. Et on aurait viré tous les bons à rien. On aurait dit, écoutez, vous êtes gentils. On serait devenu pauvre. On serait devenu pauvre, mais on aurait viré les corneaux. Tandis que là, ça fait 25 ans qu'on a les mêmes corneaux, qui sont invirables, que ce sont les mêmes. Et moi, je suis plutôt un spécialiste de la chose. J'ai aucune idée de l'endroit où passe le pognon français. Je sais absolument pas. Je ne sais pas si vous savez, vous, mais 56% du PIB et rien ne marche. Moi, j'ai bien ma petite idée, mais... Il n'est pas perdu pour tout le monde. Hein. Rassurez-moi. Il y a énormément de transferts sociaux, en fait. Il y a énormément de transferts sociaux, mais aussi des transferts sociaux qui se font probablement avec des gens qui n'ont pas cotisé pour ces transferts sociaux. Oui, et puis des services qui sont inefficients. C'est un point qui dépasse l'entendement, quoi. Et puis des doublons partout. Vous allez, moi, quand j'étais gamin, j'avais 20 ans à Auch, là, le conseil général du Gers avait une demi-voiture et une demi-secrétaire qui partageait avec la mairie. Vous voyez, aujourd'hui, vous avez un immeuble à la sortie de Auch, où c'est un palais où il y a 350 personnes qui bossent. Mais qu'est-ce qu'ils foutent? Il n'y a rien à faire. Ah oui. Ils doivent avoir des lits dans les couloirs. Quoi. Et du coup, comme on vit une incurie monétaire quelque part... Et l'incurie monétaire, qui n'est pas traitée, amène à une incurie budgétaire, parce que si les taux sont bas et si les banques centrales achètent les obligations, vous pensez bien que les types, ils ne vont pas se réformer. Mais du coup, on est obligé d'acheter de l'or. Moi, ça fait un an que je conseille à mes clients dans la lettre il faut l'avoir. Il faut acheter de l'or, il faut acheter de l'énergie, mais vous regardez les cours de l'or. Alors qu'on n'aime pas ça. On se dit c'est idiot, mais l'or, ça garde sa valeur pour les biens qui n'ont pas de gain de productivité. Une coupe de cheveux, par exemple, c'est le même prix à Rome il y a 2000 ans qu'aujourd'hui, c'est en or. Hein. Une vache, elle coûtait une once d'or en 1900 et ça coûte toujours à peu près 1500 balles une vache. Voilà, c'est ça. Donc des trucs comme ça où il n'y a pas de gain de productivité, ça marche. Donc, à partir du moment où vous savez que les gars veulent détruire la monnaie, c'est idiot de pas avoir d'or. Un petit peu, quoi. Ah oui, mais on est obligé de faire des choses idiotes pour répondre à un comportement idiot. Pour répondre à un comportement quasiment criminel, quoi. Oui, c'est pas idiot de leur part, parce qu'eux, ils s'en mettent plein les fouilles. Hein. C'est pas idiot de leur part, mais grosso modo, on est un peu comme la mafia, quoi. On a une mafia qui a décidé de nous ruiner. Il faut envoyer un fils en Amérique, quoi. Mais c'est pour ça, avec la lettre que j'ai écrite, avec votre participation, là, moi ce qui m'étonne, c'est qu'on a réussi à gagner 4% cette année, alors qu'on n'aurait pas dû gagner d'argent. On n'a que des actifs chiants, on a que des trucs qui ne devraient pas gagner. Donc ça veut dire que les autres en ont perdu, en fait, si nous on en a gagné. Oui, c'est pas automatique ça, mais ça veut dire un truc assez simple, c'est que vous avez des actifs dont on sait qu'ils vont pas baisser, en quelque sorte. Et puis vous avez des actifs qui risquent de monter plus, mais qui peuvent baisser. Bon, mais appelons les premiers les antifragiles et les deuxièmes les fragiles. Hein. Moi j'ai l'impression que le marché a fait leur plus haut aux alentours du janvier 2018, donc ça va bientôt faire 2 ans. Vous vous mettez dans tous les trucs, si vous voulez, comme les obligations chinoises, le 7 ans américain, l'or... le yen, vous faites un petit portefeuille là-dedans, vous avez fait 5 ou 6%. La bourse de New York est montée de 9 depuis janvier, les autres ont baissé de 10. Donc grosso modo, en prenant aucun risque, vous avez fait 5%, en prenant des risques, vous avez fait 0. Ce qui est une catastrophe. C'est idiot. Ce qui prouve bien que leur politique ne marche pas. Ouais. Mais à un moment, à la place de faire 0, vous risquez de faire moins 10, moins 15, moins 20. Et vous aurez toujours vos trucs là qui ne bougeront pas. Et donc, c'est la stratégie qu'on développe, mais c'est inquiétant de voir qu'une stratégie bête, quelque part, en termes de création de richesse, on n'a pas inventé la roue. Là, vous n'êtes pas dans une stratégie de création de richesse. On évite les pains, quoi. Vous êtes dans une stratégie de préservation de richesse. C'est ça. Dans les marchés financiers, en politique et partout, il y a des moments où il faut gagner du fric et des moments où il ne faut pas en perdre.
on est clairement dans un moment où il ne faut pas en perdre. Donc, l'idée, c'est pas d'essayer de gagner des 100 et des 1000. Hein. L'idée, c'est de se dire, bon, ben, maintenant, je vais me mettre... c'est comme aux abris. Aux abris, tous aux abris, les gars. Et puis, s'il y a quelqu'un qui dit, vous sortez de la tranchée, ben, vous leur dites, sors le premier, puis... Va devant. Va devant, on te suit, on regarde comment tu t'en sors, on te suit, s'il en prend plein la tête pour pas un rond. Alors, c'est pour ça que vous pouvez faire des petites sorties, par exemple, vous achetez des totals, comme ça, puis vous regardez si ça... Voilà, vous achetez des trucs comme ça qui pourraient presque être des placements défensifs, quoi. Bah oui. Mais c'est pénible, hein. Il n'y a pas tellement de... C'est pas... Quand... Vous savez, tout est droit, dans le fond, tout est juridique, hein, dans le monde. À partir du moment où les gouvernements s'attaquent directement à la propriété, qui est le fondement du droit, pour vous spolier, se mettre dans l'idée qu'on va continuer à gagner de l'argent, c'est difficile. Il faut se mettre dans un état d'idée, bon ben, ça reviendra, mais pour l'instant, je fais pas grand-chose, quoi. C'est pas grisant. Mais vous savez, un génie financier, c'est quelqu'un qui a du cash à la fin d'un bear market, à la fin d'une baisse. Hein. Bah c'est ce qu'on essaye de jouer. À chaque fois, je dis à mes clients, mais si, regardez, avec Guillaume, avec Charles, on va garder notre argent, puis quand les autres en auront plus, ce sera les soldes. Ben voilà. On joue les soldes. On joue les soldes. On joue les soldes. Si vous aimez mes vidéos, abonnez-vous et cliquez sur la cloche pour être notifié lorsque je publie de nouveaux épisodes. Et pour recevoir le guide des meilleures stratégies d'investissement de ceux qui ont déjà réussi, inscrivez-vous ici.